Des tirs de mitrailleuses traversent les champs polonais. Des drones bon marché hurlent et s'écrasent dans les tranchées. Sur une autoroute lituanienne, des colonnes de chars adverses grondent vers un même tronçon d'asphalte. À travers l'Estonie, la ville s'assombrit quand le réseau électrique tombe. À Bruxelles, un conseil d'urgence de l'OTAN évalue la vie, l'histoire et les conséquences. Ce n'est pas encore arrivé, mais dans cet épisode de l'infographie, nous allons vous expliquer pourquoi la guerre entre l'OTAN et la Russie pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Oubliez Kiev. Les véritables points chauds pour une guerre entre l'OTAN et la Russie ne se trouvent pas en Ukraine. Ils se trouvent aux endroits où l'OTAN et la Russie se touchent physiquement. Depuis le 9 septembre 2025, des drones russes ont violé l'espace aérien de l'OTAN au-dessus de la Pologne jusqu'à 23 fois en une seule nuit. Ils ont pénétré à plusieurs reprises en Roumanie, restant près de 50 minutes dans l'espace allié et obligeant des F-16 étrangers à décoller en urgence. La Roumanie a recensé 11 violations de drones depuis 2022, avec une nette accélération ces dernières semaines. En septembre, un drone russe a pénétré plusieurs kilomètres en Roumanie, poursuivi par des F-16 roumains, avant de disparaître des radars près de la frontière ukrainienne. La question qui a probablement empêché un général roumain de dormir cette nuit-là était de savoir s'il fallait l'abattre ou non. Il est utile de voir les choses ainsi. Si un inconnu entre chez vous par erreur, vous ne lui tirerez sans doute pas dessus. S'ils entrent 3 fois, on se demande si c'est un accident. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a dit clairement. Il affirme que l'armée russe sait exactement où vont leurs drones et combien de temps ils peuvent opérer dans les airs. Leurs itinéraires sont toujours calculés. Ce ne peut pas être une coïncidence ou l'initiative mal placée de certains commandants de rang inférieur. Cependant, les responsables du renseignement américain et occidental ignorent si ces incursions sont accidentelles ou délibérées. Un haut responsable militaire américain déployé dans la région a estimé à 50-50 les chances que la Russie entre intentionnellement dans l'espace aérien de l'OTAN. Au final, si vous ne parvenez pas à vous accorder sur un accident ou un acte de guerre, vous êtes déjà en terrain dangereux. Et si vous êtes le pilote ou le commandant de la défense aérienne, vous êtes coincé entre de terribles options. Abattez-le et vous venez de détruire un bien militaire russe. Du 9 au 10 septembre, des F-35 polonais et néerlandais ont abattu au moins 3 drones russes au-dessus de la Pologne. C'était la première fois que l'OTAN visait des équipements russes sur son territoire depuis le début de la guerre en Ukraine. Et puis encore, si vous le laissez passer, vous montrez que l'espace aérien de l'OTAN n'est pas vraiment un espace aérien de l'OTAN, ou une ligne rouge qui a vraiment du sens. C'est une suggestion géopolitique qui pourrait compliquer l'alliance, la solidarité et la dissuasion. Les lignes de faille géographiques entre l'OTAN et la Russie sont multiples. Récemment, la mer Noire est devenue une zone étrange de renforcement de l'OTAN. Le port de Constanța, en Roumanie, est devenu un centre logistique clé, et sera bientôt l'une des principales bases militaires de l'OTAN. Il y a plus de navires de l'OTAN que jamais dans ces eaux, mais ils sont aussi plus vulnérables. Bien que la Roumanie n'ait pas encore abattu de drones russes au-dessus de son propre territoire, chaque drone qui franchit une frontière, chaque chasseur russe verrouillant par erreur son radar sur un avion de l'OTAN, chaque bateau de pêche équipé de matériel de guerre électronique, chacun d'eux s'inscrit dans un schéma qui évoque moins des accidents que des tests. Des tests pourquoi ? Tester la tolérance de l'Europe avant sa réaction et déterminer la véritable ligne rouge selon vos affirmations. Selon un analyste de la fondation Carnegie, Moscou cherche à infliger une défaite hybride, à la fois militaire et de propagande, à l'Occident, à l'Europe et à l'OTAN. Indirectement, cela concerne aussi l'Ukraine. C'est comme tester un ballon avec une aiguille pour voir jusqu'où il tient avant d'éclater. Si la mer Noire est tendue, la Baltique est absurde. 3 Mikoyan Gourevitch, 31 Russes, ont pénétré l'espace aérien estonien durant 12 minutes en septembre 2025 en route vers Kaliningrad. Le ministre estonien des Affaires étrangères a qualifié l'incursion d'une audace sans précédent. La Russie a violé l'espace aérien estonien 4 fois en 2025. En pratique, ce genre de comportement a de réelles conséquences. Les pilotes norvégiens, polonais et suédois en alerte rapide doivent attendre sur le tarmac près de leurs avions armés de missiles jusqu'au déclenchement d'une alarme. Lorsqu'il se produit, ils doivent décoller en moins de 15 minutes. Lors de la mobilisation de l'OTAN les 9 et 10 septembre, la réponse a impliqué des F-16 polonais, F-35 néerlandais, Airborne Warning and Control System italien, ravitailleurs multirôles de l'OTAN et système patriote allemand. Toute cette machinerie multinationale est en vol en quelques minutes. Parfois,
Les Russes sont connus pour jouer à des jeux lors de ces sorties. Ils se tournent brusquement vers vous, ou descendent comme pour simuler un bombardement sur votre position. On appelle cela faire de l'épaule, utiliser son avion pour intimider l'adversaire. Et tout cela se fait à des vitesses où une mauvaise rafale de vent, ou un geste brusque pourrait provoquer une collision en plein vol, tuer tout le monde impliqué et très probablement déclencher une guerre. Mais pourquoi la Baltique est-elle si volatile ? Eh bien, tout se résume à la parcelle de terrain la plus importante d'Europe. Si vous pensez à Paris ou Berlin, c'est trop ambitieux. Si c'est Kiev, ce n'est pas la bonne guerre. La réponse est une portion d'autoroute et des terres agricoles dans le nord-est de la Pologne, inconnues de la plupart. Le corridor de Savolki mesure environ 65 km. C'est un étroit couloir polonais entre la Biélorussie au sud et l'enclave russe de Kaliningrad au nord. Et c'est la seule route terrestre reliant les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie au reste de l'OTAN. Pourquoi ce corridor est-il important ? À cause de Kaliningrad. Pour la Russie, c'est une île fortifiée, hérissée de missiles et de bases navales. Pour l'OTAN, c'est une menace majeure, et les deux parties doivent la prendre au sérieux. L'entrée de la Suède et de la Finlande à l'OTAN en 2023-2024 a fait de la Baltique un lac de l'OTAN. La réponse de la Russie ? Elles se sont réduites à quelques tweets de l'ex-président Dmitri Medvedev et à une exposition en plein air à Moscou sur l'impérialisme finlandais. Mais si vous êtes assis à Moscou, c'est terrifiant. Vous êtes passé d'une zone tampon à être entouré de tous les côtés. Fin septembre 2025, un événement inédit s'est produit. Quelque chose qui a rendu les incursions baltes presque banales en comparaison. Dans la nuit du 22 septembre, des drones mystérieux ont paralysé l'aéroport de Copenhague, le plus fréquenté de Scandinavie, pendant près de 4 heures. La même nuit, l'aéroport d'Oslo a dû fermer 3 heures après qu'un drone a été aperçu. Coïncidence ? Peut-être pas. 2 jours après, c'est revenu. L'aéroport d'Aalborg, au nord du Danemark, accueillant aussi une base militaire, a été fermé après des observations de drones. En quelques minutes, la police a reçu des signalements de drones près des aéroports de Sonjaberg, Esbjerg et Skrydstrup. Skrydstrup était la base principale des F-16 et F-35 danois, la ligne de front de la défense aérienne de l'OTAN. Quelqu'un a fait voler des drones au-dessus de la base, plusieurs drones, alors que les autorités danoises surveillaient. La première ministre danoise a qualifié cela de pire attaque contre les infrastructures critiques du pays. Le ministre danois de la Défense a été plus direct, suggérant que cette opération systématique venait d'un acteur professionnel. C'était rien de moins qu'une attaque hybride. Mais qui en est responsable ? Personne n'a été pris sur le fait. Le Kremlin, bien sûr, a dit quelque chose comme ça. Le porte-parole du Kremlin aux États-Unis, Dmitri Peskov, a rejeté les allégations, disant que répéter sans preuve fait que les gens ne vous prennent plus au sérieux. C'est exactement ce que vous diriez si vous étiez innocent. Mais c'est aussi exactement ce que vous diriez si vous étiez coupable et que vous vouliez paraître désinvolte. Le mystère s'est accentué quand des enquêteurs danois ont trouvé 3 navires russes sur les lieux au même moment. Il y avait l'Astral, un navigant sous pavillon russe, l'Oslo Carrier 3, avec un équipage russophone, et un propriétaire avec un bureau de recrutement à Kaliningrad, et le Pushpa, un pétrolier qui fait partie de la flotte fantôme russe échappant aux sanctions. Au large du Danemark, les 3 ont vu apparaître des drones. Les Danois pensaient que la Russie était responsable. Le chef du renseignement danois a affirmé officiellement que ce n'était que le début. L'Europe pouvait s'attendre à ce que cela se reproduise. Aucun de ces drones n'était de loisir. Seuls des opérateurs équipés d'appareils avancés, probablement depuis des navires en eaux internationales, pouvaient coordonner ces vols simultanés au-dessus de cibles importantes. Cela demande planification, coordination, équipement et personnel qualifié. Autrement dit, tout ce que la Russie possède en abondance. Pour paralyser les défenses aériennes et le transport d'un pays sans tir, c'est ce type d'opération qu'il faudrait mener. Vous faites voler les drones, cartographiez leur temps de réaction, observez leur mobilisation et découvrez leur capacité de détection. Et si un jour vous avez vraiment besoin de ces informations, vous voyez le tableau. Les Danois ont envisagé d'utiliser l'article 4 de l'OTAN, qui permet à un membre de demander des consultations s'il se sent menacé. Ils ont donc obtenu l'autorisation d'abattre tout drone menaçant lors d'incidents futurs. La réaction globale de l'OTAN a été encore plus remarquable. Ils ont lancé l'opération Sentinelle de l'Est, déployant des F-16 et une frégate danois, des Rafales français, des Eurofighters allemands, ainsi que capteurs et armes anti-drones dans la région.
Il s'agit d'une campagne multinationale de patrouille aérienne, menée par des drones dont l'origine russe ne peut être officiellement prouvée. Si les incursions de drones semblent inquiétantes, ce qui se passe sous les vagues sur le flanc et de l'OTAN est encore pire. En octobre 2023, le Baltic Connector Pipeline, un gazoduc essentiel entre la Finlande et l'Estonie, a été sectionné, coupé net. Un porte-conteneur chinois nommé le Nouveau Ours Polaire a traîné son ancre sur 180 km le long du fond marin. Les navires ne font normalement pas cela, sauf en cas de catastrophe. En chemin, il a littéralement arraché le pipeline et plusieurs câbles de télécommunications. Un navire chinois au comportement suspect, semblant aider la Russie qui a tout intérêt à perturber les infrastructures énergétiques européennes. En novembre 2024, cela s'est reproduit. 2 câbles sous-marins dans la Baltique, reliant la Finlande à l'Allemagne et la Suède à la Lituanie, ont été sectionnés à 24 heures d'intervalle. Un autre navire chinois, le Yipeng 3, était présent dans la zone. La police suédoise et danoise a encerclé le navire et l'a escorté au port. Le monde n'a jamais été aussi connecté, ce qui le rend d'autant plus facile à briser. 95% des données entre continents passent par des câbles sous-marins. Lorsque vous envoyez un email, regardez une vidéo en streaming ou effectuez une transaction financière, toutes ces données transitent par des lignes de fibre optique qui longent le fond de l'océan. L'Europe dépend particulièrement de ces câbles pour tout, de l'internet à la coordination du réseau électrique en passant par la communication militaire. En coupant assez de câbles, vous perturbez non seulement Netflix, mais aussi les hôpitaux, les bourses, les urgences et le commandement militaire. Autrefois, les armées du XXIe siècle coupèrent les lignes télégraphiques avant d'envahir. Mais c'est bien plus efficace, car tout le monde sous-estime leur importance, voire oublie complètement qu'ils existent. La partie la plus sournoise, c'est qu'il est pratiquement impossible de prouver qu'il s'agit d'un sabotage. Un navire traîne une ancre, un câble se rompt et casse. Cela aurait pu être un accident, un acte délibéré ou une grave négligence. L'OTAN a renforcé ses patrouilles aériennes anti-drones et accru la surveillance sous-marine avec plus de navires, capteurs et dispositifs. La mer Baltique seule possède des milliers de kilomètres de câbles et pipelines sous-marins. Vous ne pouvez pas tout surveiller, ni même la plupart. La Russie et la Chine le savent. Tous les observateurs prennent des notes. Depuis la rencontre de Trump et Poutine à Anchorage en 2025, la Russie a accru ses attaques sur les villes ukrainiennes. Elle a également franchi une nouvelle étape en autorisant ce qui semble être des attaques en zone grise contre des pays de l'OTAN en Europe, pour la première fois, bien que sans faire de victimes. Dès la nuit du 9 septembre, des drones russes ont été observés en Pologne, Roumanie, Allemagne, Norvège et Danemark. Des avions ont violé l'espace aérien estonien. Des cyberattaques ont touché l'aéroport de Berlin, causant de fortes perturbations. Ils évaluent la résistance de l'OTAN sans déclencher la Troisième Guerre mondiale, suivant le nouveau manuel de Poutine pas à pas. Cela pourrait être plus effrayant si les notes de bas de page le suggèrent. Ils ont conclu que l'article 5 n'est qu'une façade pour l'Alliance. Autrement dit, que des paroles en l'air. Alors que les relations transatlantiques s'effritent, ils ont sans doute pensé que les États-Unis ne sacrifieraient pas leur population pour défendre, entre guillemets, des alliés de seconde zone. En ce moment, l'Europe s'active pour s'assurer qu'ils ont tort. Donc ils mettent cela à l'épreuve, chaque jour, en ce moment même. Drones, coupures de câbles, cyberattaques, comme un boxeur qui frappe sans cesse pour analyser la défense adverse. Où baisse-t-il sa garde? Où sursaute-t-il? Jusqu'où peut-on le frapper avant qu'il ne riposte? La Russie cherche le point précis où l'OTAN défendra ses membres ou admettra que l'Alliance est creuse. Tout cela nous ramène au joyau de la planification opérationnelle russe pour l'Europe de l'Est. L'élargissement et la prise forcée du corridor de Suwałki. Comment la Russie s'y prendrait-elle? La Russie pourrait utiliser des agents du groupe Wagner déguisés en garde-frontière biélorusse ou migrants pour déstabiliser la région. Cela créerait le prétexte dont Moscou a besoin. Les forces de Kaliningrad avanceraient au sud, tandis que celles de Biélorussie attaqueraient au nord-ouest. Ils commenceraient par isoler la ville polonaise de Savalki et contrôler les forêts proches, établissant ainsi une position défensive pour retarder l'OTAN. Pour Poutine, contrôler le corridor de Savalki est une action peu coûteuse mais à fort impact, qui pourrait diviser l'OTAN, isoler les pays baltes et remettre en cause l'article 5. Pour l'OTAN, de façon pénible, la Russie et la Biélorussie auraient l'avantage du temps et de l'espace en tant qu'agresseurs. Ils pourraient concentrer toute leur puissance en un point. La même chose a été dite lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, en sous-estimant la capacité de l'Ukraine à résister et la réponse de l'OTAN qui serait robuste.
Mais même une fine ligne de force russe déployée à travers cette brèche pourrait constituer un obstacle important au renforcement. Sauf si, bien sûr, l'OTAN est prête à forcer le passage et à aggraver la crise. Cela peut sembler improbable, mais les habitants des villes lituaniennes proches de la brèche stockent déjà nourriture et eau et préparent des plans d'évacuation. Ils redoutent que leurs petites villes deviennent des zones de conflit, tandis que l'OTAN agit aussi. Heureusement pour ses habitants, l'Alliance construit un bouclier plus solide. Depuis 2017, l'OTAN a déployé 4 groupes de combat en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne, tandis que les forces polonaises et lituaniennes s'entraînent dans le corridor de Suwałki. La Lituanie modernise l'une de ses principales routes vers la Pologne pour créer un corridor stratégique et accélérer le transfert de matériel militaire. La logistique reste un blocage majeur. Les experts ont conclu que beaucoup de ponts dans ces pays supportent seulement des véhicules militaires, jusqu'à 50 tonnes, soit le poids de la plupart des véhicules russes. On entre dans une zone à problème, quand on réalise que les chars américains et britanniques modernes font près de 70 tonnes. Ils ne pourront même pas franchir les ponts essentiels sur la Vistule, même avec un prépositionnement et des exercices. L'OTAN doit obtenir un consensus entre 32 pays pour décider. C'est intrinsèquement plus lent que celui de la Russie, qui ne nécessite qu'un seul homme au Kremlin. Si la Russie fermait cette brèche, l'OTAN irait-elle jusqu'à provoquer une 3e guerre mondiale pour la rouvrir ? Les États-Unis enverraient-ils vraiment la 82e division aéroportée dans un combat en Pologne du Nord-Est, pour un endroit que la plupart des Américains ne sauraient même pas situer sur une carte? Parce que si la réponse est probablement non, alors l'article 5 a déjà échoué. Il n'est pas nécessaire d'envahir l'Europe et de briser l'OTAN. Il suffit de prouver que l'article 5 ne veut pas dire ce qu'il affirme. Heureusement pour l'OTAN. Les changements géopolitiques en Europe de l'Est depuis 2022 favorisent l'Alliance, peu importe les courants politiques aux États-Unis. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN réduit l'importance du corridor de Suwałki, car seuls 150 km séparent l'île suédoise de Gotland de la côte lettonne, permettant des opérations de ravitaillement aérienne et maritime. Saint-Pétersbourg, 2e ville de Russie, est maintenant encerclée par l'OTAN sur 3 côtés. Pour comprendre pourquoi 2025 paraît différent, voyons ce qu'a expliqué le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Chatham House en juin. Son discours contenait des statistiques destinées à effrayer l'OTAN. Soyez attentifs. L'économie russe vaut 2000 milliards de dollars contre 50 000 milliards pour l'OTAN, soit 25 fois plus. Pourtant, cette petite économie russe produit des munitions à un rythme 4 fois supérieur à celui de l'ensemble de l'alliance de l'OTAN. La Russie a produit en 3 mois ce que l'OTAN produit en 1 an. Rutte n'a pas édulcoré la situation. Il a affirmé que la base industrielle de défense russe doit produire cette année 1500 chars, 3000 blindés et 200 missiles Iskander. La Russie pourrait menacer directement les membres de l'OTAN dans 3 à 5 ans, ou, selon l'OTAN, très bientôt. L'OTAN se réveille enfin. Au sommet de la Haye, en juin 2025, les 32 alliés ont pris un engagement inédit. Investir 5% du produit intérieur brut annuel dans la défense d'ici 2035. 35% pour la défense, troupes, armes, et 15% pour l'infrastructure, cybersécurité, préparation civile et résilience. Mark Rutte a attribué ce résultat à Trump, et il pourrait avoir raison. En 2025, tous les alliés devraient atteindre l'objectif des 2%. C'est remarquable sachant que seuls 3 alliés l'avaient atteint en 2014. 5% devrait beaucoup changer l'équipement de l'OTAN. L'Alliance doit augmenter de 400% ses systèmes de défense aérienne et antimissiles, soit 5 fois plus qu'actuellement. Ils ont besoin de milliers de blindés et chars supplémentaires, de millions d'obus d'artillerie, et de doubler leur logistique, approvisionnement, transport et soutien médical. Les alliés des États-Unis vont acheter au moins 700 chasseurs F-35. Rutte a aussi évoqué franchement les goulets d'étranglement dans la production. Les missiles Patriot, armes de défense aérienne clés de l'Occident, nécessitent près de 10 ans pour être livrés. Commencez aujourd'hui, vous les verrez dans 10 ans. D'ici là, la Russie pourrait attaquer dans 5 ans. Ce calcul est infondé, l'OTAN en est consciente. L'Alliance possède maintenant des forces de niveau brigade déployables en 48 heures, contre 2 semaines auparavant. Les munitions sont placées près des points chauds. Les ponts et routes proches de la frontière russe ont été renforcés pour un trafic militaire intense. Les troupes traversent plusieurs pays de l'OTAN sans attendre d'autorisation diplomatique. Tout est déjà planifié et prêt à être déployé. Oui, l'OTAN est en alerte. En passant de plusieurs semaines à quelques heures, le temps de décision est aussi réduit.
L'ancienne guerre froide comportait des pauses intégrées, du temps pour mobiliser, du temps pour réfléchir, du temps pour que la diplomatie agisse. Aujourd'hui, Ruta l'a dit clairement. La distance entre les capitales européennes ne se compte plus qu'en minutes, avec les missiles russes modernes, qui voyagent à plusieurs fois la vitesse du son. Il n'a pas mâché ses mots. Actuellement, chaque camp tente de décrypter l'impassibilité de l'autre, sans savoir s'ils jouent au même jeu. La Russie n'a techniquement violé aucun accord, tout cela n'est que du signalement. Ce sont des signaux conçus pour inciter l'OTAN à réfléchir avant toute action jugée agressive par la Russie. Les agences de renseignement occidentales parlent d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que la Russie entretient volontairement la confusion. Un jour, les médias russes déclarent que l'OTAN est divisée, faible et proche de l'effondrement. Le lendemain, ils affirment que l'OTAN menace d'anéantir la Russie. Les deux récits servent les intérêts russes, donc les deux sont promus simultanément. Pour les décideurs de l'OTAN, c'est exaspérant. Comment dissuader un adversaire sans savoir s'il est confiant ou paranoïaque? Comment transmettre des signaux clairs quand l'autre camp voit tout comme hostile? C'est impossible. Dans ce contexte, une seule mauvaise journée, due à une erreur de communication, un accident ou une mauvaise décision d'un commandant, peut vite dégénérer et devenir incontrôlable, avant que des esprits plus posés puissent intervenir. La guerre n'est pas imminente à cause d'une planification, mais car tous les éléments sont réunis pour qu'elle éclate accidentellement,